Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à C'est notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture. Nous recevons M. François Brouillard, directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, comme tu reçois François Brouillard, qui est directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, j'ai décidé de vous parler du marché de Saint-Hyacinthe parce que c'est important pour l'économie mascoutaine, le marché, puis l'exposition agricole. On sait que les premières expositions agricoles se sont tenues autour du marché avant de s'en aller dans le nord de la ville. Alors, le premier marché qui était aménagé à Saint-Hyacinthe, il était à l'angle de Saint-Antoine et Sainte-Anne. C'est le seigneur Jean Dessolles qui a prêté un terrain, ce terrain-là, donc de 1827 à 1830, le marché est installé là. Assez rapidement, on a dû se rendre compte qu'on manquait d'espace parce qu'en 1930, Jean Dessolles a donné le terrain sur lequel le marché est installé actuellement. Et donc, on a défait la halle de bois qui était aménagée là, au coin de Sainte-Anne et on a refait le marché où est-ce qu'il est actuellement. Le fait que le chemin de fer arrive à Saint-Hyacinthe, ça amène un gros développement pour Saint-Hyacinthe, puis au niveau de l'économie, c'est important. Donc, le marché, la petite halle de bois qui a été aménagée là en 1830 devient insuffisante et le maire de Saint-Hyacinthe, que tu aimes bien, Louis-Antoine Dessolles, avec son conseil municipal en 1856, décide d'aménager, de construire un marché en briques. Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, par exemple, c'est qu'on va départager les rôles parce que la halle de bois qui était là, on l'a pris puis on l'a installé où est-ce qu'il y a actuellement le parc Tête-des-Bouchards. Ce qu'on appelle le marché à foin. Ce qui était le marché à foin. C'est ça, qui s'appelait le marché à foin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé le marché pour les victuailles, pour les humains. Et dans le marché à foin, mais ça servait à de la vente de charbon, la vente d'animaux vivants, vente de cordes de bois, de matériaux de construction. Puis, pour la petite histoire, en 1947, il disparut le marché à foin avec la balance et c'est devenu le parc Tête-des-Bouchards. Alors, si on revient à notre marché qu'on aime bien, c'est pas celui qui est là actuellement, qui a été construit en 1856, parce qu'en 1876, il est arrivé le grand feu qui a mis tout ça à terre. Donc, l'année suivante, le marché a réouvert. Un nouveau marché tout en briques aussi, dans sa forme presque actuelle. Donc, on peut dire que le marché actuel date de 1877. Oui, exactement. Alors, la particularité ce qui était intéressant pour le marché à cette époque-là, c'est que l'espèce de tourelle au centre était accessible au public. Les gens pouvaient rentrer dans le marché, aller au deuxième étage, puis aller monter en haut du marché pour aller voir le panorama autour, aux environs de Saint-Hyacinthe. Et cette salle-là, au deuxième étage, a été très utilisée pour les assemblées de conseils de ville, pour du théâtre, des spectacles, de musique. Il y a même eu des vélocipèdes là, qui s'exerçaient, des gens à vélocipèdes qui s'exerçaient dans la salle du marché. Mais tout ça pour dire, c'est qu'au fil des ans, le marché qu'on connaît actuellement il y a eu des rénovations et même aujourd'hui encore, on est encore en rénovation, mais pour le plus grand bien de cet édifice-là qui est magnifique puis qui est au cœur de notre histoire à Saint-Hyacinthe. Merci, Paul. On va aller rencontrer M. François Brouillard sans plus tarder. Oui, mais je le connais pas, mais tu le salueras de ma part. J'ai été élevé vraiment sur la ferme avec les années 60-70, le milieu, toutes les difficultés qui entouraient l'agriculture à ce moment-là. Donc, une agriculture qui était en progression, qui était intéressante, mais avec toujours le manque de liquidité. C'était pas simple. Mon père avait été chanceux, je pense, il était travaillant, puis débrouillard. Puis il y a eu la formation des blocs agricoles qui était offerte par le gouvernement, le ministère de l'Éducation puis de l'Agriculture. Ça l'a aidé. Puis moi, je suis arrivé aux portes du collégial en me disant « Je fais quoi dans la vie? » J'aimais beaucoup la vie sur la ferme, mais les contraintes me faisaient un petit peu peur. Fait que j'avais deux choix, soit j'allais au niveau de l'architecture, au niveau de l'ingénierie, ce qui était construction, là. Donc j'avais une option sur Trois-Rivières, puis j'avais à ce moment-là regardé les possibilités de travail. Bon, il y avait les taux d'intérêt là, qui avaient explosé dans ces années-là. Donc, c'était zéro. C'était
il n'y avait pas d'avenir là, à court terme. Okay. C'est sûr donc, qu'à 17 ans, tu dis il n'y a pas d'avenir, donc on s'en va ailleurs. Donc, et là, l'agriculture, elle, a garantissé un avenir. Tu viens à Saint-Hyacinthe parce qu'il y a l'Institut de technologie agricole, exact. mais aussi ta famille est ici. Et ma famille est ici, c'est facile. Donc, tu es attiré, tu peux vivre avec eux. C'est sûr que pour moi, c'était beaucoup plus facile. Un petit gars de 17 ans, j'arrivais chez ma grand-mère, je prends une chambre, puis je m'installe. Donc ça aide, je pense, à nos mascoutins qui nous écoutent de connaître un peu. François Brouillard, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de racines mascoutaines. À quelque part, là, c'est un mascoutin de famille. Oui. Peut-être pas de souche, mais de famille. J'ai connu la ville là, comme étudiant, j'ai connu la ville avec tous mes amis de l'agriculture, parce que l'ITA, vous savez, c'est les gens de tout le Québec qui viennent étudier à l'ITA. Fait que ça a été une conjugaison, un mix entre ma famille, des amis de Saint-Hyacinthe et des amis du monde agricole du Québec, puis aujourd'hui même des gens qui sont en vue dans le milieu agricole et agroalimentaire. En terminant à l'ITA, tu te retrouves chez Agropur. Oui, exactement. J'ai fait 9 ans dans la coopérative du Lac-Saint-Pierre comme conseiller à la ferme, comme conseiller vendeur. C'était pas facile, mais c'était très formateur. Et de là, j'ai eu à un moment donné une occasion d'ouverture, puis j'ai été capable de me qualifier pour être conseiller coopératif. Donc, j'ai été 17 ans comme conseiller coopératif à Agropur avec mon bureau à Saint-Hyacinthe, à la fromagerie Corneville. Suite à ça, on m'a offert une promotion. J'ai été gestionnaire du transport de lait à partir du siège social d'Agropur qui était à ce moment-là à Longueuil. Donc, j'ai été 7 ans. Et là, après ça, tu as un changement de carrière. Tu t'en vas à la coop. La coop fédérée? Non. C'est avant ça, la coop fédérée. Donc, coop, Agropur, industrie laitière, conseiller. Okay. Donc, deux actions, conseiller à la ferme, puis travail au niveau démocratique des assemblées. C'est un petit peu là, quand je suis arrivé au transport du lait, je me disais, je m'éloigne de la ferme. Moi, j'étais un petit peu missionnaire dans l'âme. Moi, j'aime ça. Aider les gens à voir des choses, aider les gens à dire je pense qu'il y a une solution là, il y a une solution là, à ce temps, choisis celle qui t'habille. Moi, j'étais un petit peu comme ça. Là. Fait que là, je disais à mes amis, après un match de hockey assez plate, on se verra plus aussi souvent. Là, je vais être à Longueuil. Eux m'ont dit, François, il y a une place pour toi comme bénévole, administrateur à la Société d'agriculture de Richelieu à Sorel. Donc, Saint-Aimé faisait partie de cette société d'agriculture-là. Puis c'est de cette façon-là que je suis devenu vice-président de la Société d'agriculture du Richelieu, puis que j'ai été, par le fait même, administrateur à ce moment-là à la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Tu es membre du conseil d'administration de la Société d'agriculture. C'est ça, parce que Saint-Hyacinthe, ça, les gens souvent s'imaginent que l'expo appartient à la ville, mais c'est pas du tout ça. Ça appartient au monde agricole. C'est un OSBL. C'est un OSBL et qui est structuré avec 6 des anciens comtés, donc les districts. Donc, on a Richelieu, Verchères, Chambly, Rouville, Vallée des Mascoutins, Saint-Hyacinthe. Là, on a changé de nom pour justement éviter des confusions. Puis Baga. Et la structure qui est historique et qui fonctionne très bien, c'est qu'il y a 2 administrateurs par société mère. C'est là que je suis devenu administrateur à Saint-Hyacinthe. Et de fil en aiguille, suite à une réflexion stratégique, une planification stratégique, il y a eu des décisions de prix. M. Robert a quitté son poste. Et puis, OK. M. Richard Robert, qui était directeur général pendant, je crois, 42 ans. 42 ans, si c'est pas 43, là, exactement. Oui. Qui a marqué vraiment le développement moderne de l'expo agricole de Saint-Hyacinthe. Quand tu es arrivé, je pense, c'est en 2014. OK, pendant quelques années, est-ce que tu t'es senti en mode apprentissage ou tu étais déjà là? Oui, ça a demandé, c'était un des grands défis. Moi, je pense que ça, je l'avoue. C'était un grand défi qui demandait beaucoup d'efforts. Parce que, premièrement, je suis arrivé avec le suprême laitier. Donc, il y a eu l'opportunité avec la construction du pavillon de la coop. Donc, à partir de là, au conseil d'administration, ils ont arrivé à la conclusion, ils ont dit on a 4 pavillons qui peuvent recevoir des animaux. Donc, on peut recevoir 5 ou 600 bêtes. Et là, on a donc décidé de tenir une exposition qu'on a appelée le Suprême laitier,
puis on recevait les 6 races laitières simultanément. Donc, c'est la seule exposition au Canada qui fait ça. Fait qu'on avait les infrastructures pour le faire. Donc, le succès de Saint-Hyacinthe nous a permis ça. Fait que mon premier mandat, ça a été d'organiser cette exposition-là. Ça a été toute une aventure. Je m'en cache pas, on a fait l'erreur de viser peut-être un peu haut. Vous savez, monter l'escalier une marche à la fois, là, c'est souvent la meilleure recette. Donc là, on partait avec des grandes infrastructures, on partait avec une bonne idée. On est parti quand même avec un objectif un peu élevé. L'exposition, on a fait la 6e édition cette année. C'est devenu, je pense que ça, on a recadré tout ça. Et puis, c'est devenu la finale provinciale des bovins laitiers, suite à la disparition d'Expo de Québec, qui est devenu Montmagny pour la finale provinciale. Montmagny a aussi cessé ses activités. Fait que là, on a fait la demande pour devenir, via le Suprême laitier, la finale provinciale des bovins laitiers. Donc, on a tenu le 4e finale provinciale, là, il y a 2 semaines. Il y a une désaffectation des terres et tout ça. On voit ces différentes expositions fermées. Comment tu vois, toi, l'exposition de Saint-Hyacinthe à travers ça, par rapport à sa pérennité? Oui. Bien, moi, je pense que c'est toujours un défi. On peut en parler très longtemps. On a une opportunité, c'est l'axe de l'autoroute 20. Ça, c'est une opportunité. La technopole agroalimentaire Saint-Hyacinthe, qui est connue mondialement pour son agriculture, son agroalimentaire, c'est l'expertise, le pôle d'expertise qu'on a ici. Il y a une belle, des beaux éléments à développer, mais on a aussi le développement de la ville. Donc aujourd'hui, le terrain d'exposition, j'ai des photos dans mon bureau, quand on s'arrête pour les regarder, on n'en revient pas. Là. C'est des champs directement à côté de l'exposition, là, des grands champs. Puis on entrevoit l'autoroute, mais il n'y a rien entre l'expo et l'autoroute. C'est pas croyable, puis c'est pas si vieux que ça. Là, on parle des années fin 70-80, ces photos-là. Donc, maintenant, on est entouré. Maintenant, avec les opportunités, puis avec le développement de l'expo, on a 5 pavillons ultramodernes. On tient une exposition avec 4 pavillons avec l'air climatisé. On est complètement asphalté, donc une orage, nous, ça ne nous inquiète pas. On l'a connu encore cette année, un orage de fou à 8 heures. C'était tranquille jusqu'à 10 heures, puis à 10 heures, c'était le soleil, puis à 11 heures, tout le monde se baignait dans le plateau joueur à côté, puis des jeux d'eau, puis il faisait même trop chaud. Donc, c'est sûr que si on était une exposition champêtre, comme d'autres belles expositions au Québec, cette journée-là, c'était fini, là, on était dans le bout, là. C'est des beaux opportunités qu'on doit développer. Mais notre encadrement dans le cœur de la ville, bien là, c'est toutes les entrées, de gérer tout ça, de gérer aussi une image. Moi, je pense que les gens, il ne faut pas tomber carrément dans l'image d'un festival qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand avec un peu d'investissement. Quand tu me parles de festival, pour le moment, l'exposition de Saint-Hyacinthe, pour Saint-Hyacinthe, est un peu l'exposition avec un festival, parce qu'il existe maintenant l'Expo Champ. Il y a une exposition en hiver, je ne me souviens pas du nom, là, mais une exposition qui Salon d'agriculture. Le Salon d'agriculture. Est-ce que pour vous, pour votre CA, ce sont des compétiteurs ou ce sont des alliés? Il y a eu beaucoup de développement dernièrement, puis ça, je suis vraiment fier parce que c'est peut-être un des éléments qu'avec l'aide du conseil d'administration, c'est une belle réussite. Je vous ramène là, à 2013-2014, on a fait, à ce moment-là, j'étais administrateur, et puis j'étais administrateur, puis j'étais comme un participant dans l'équipe, là, j'étais peut-être pas leader là-dedans. Réflexion stratégique. Puis on a constaté qu'on avait 2 vocations. C'était de faire le pont entre le milieu urbain, comme vous dites, qui est rendu à un très grand pourcentage des gens, donc un grand pourcentage de nos visiteurs à l'expo. Donc, on a fait le pont entre le milieu urbain, la vie urbaine, la vie en société et la vie d'un entrepreneur agricole. Puis moi, aujourd'hui, j'emploie constamment le terme entrepreneur agricole. On parle d'agriculture, on parle de cultivateur, on parle de l'habitant, mais oubliez ça, aujourd'hui, c'est un entrepreneur, donc avec tout ce qui exige les défis d'économie puis de la mise en marché, et 2, dans 365 jours par année, avec la nature, avec les animaux.
Donc ça, c'est donc de faire le pont entre les deux, je pense que l'Expo de Saint-Hyacinthe, dans la réflexion stratégique, on est arrivé à la conclusion que c'était un mandat, c'était vraiment un objectif. Il y avait aussi tout l'aspect commercialisation. Favoriser la commercialisation, favoriser le développement de l'agriculture, favoriser la formation, d'aider les entrepreneurs agricoles à se développer. Bien, le conseil d'administration a décidé que c'était très important. Donc, on l'a gardé dans notre mission en sachant que l'Expo agricole, c'était très difficile pour l'Expo de réaliser ce volet-là, ce deuxième volet de la mission. On a travaillé, on avait les gens du Salon de l'agriculture et Expo Champs, qui sont des gens de notre OSBL qui est dirigé par des amis, des entrepreneurs agricoles de la grande région de Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu crois qu'eux, ils ont cherché un créneau, parce que c'est un créneau que vous n'aviez pas osé occuper, puis ils se sont dit, bien, il y a eu comme une lacune, là. Il y a eu un petit... Un laxisme. Un laxisme, qu'on pourrait dire, parce qu'on ne peut pas dire une erreur, parce que dans les années, quand ils ont débuté ce chantier-là, on parle des années 80, l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe est en développement. Là. C'est pas croyable. Là. Donc, on monte, on a le pavillon des pionniers qui est construit, on a même le pavillon là, qui est précédent au BMO qui était en place. Donc, l'infrastructure se développe, les gens n'en reviennent pas. Là. Je me rappelle, je venais de finir mes études et puis on en parlait, puis l'Expo de Saint-Hyacinthe, ça allait évoluer. Et en parallèle, bien, les vrais entrepreneurs, les leaders du milieu agricole ont dit « Ouais, mais nos institutions d'enseignement, nos grands distributeurs, les gens qui font de l'innovation en agriculture, bien, eux, ils se retrouvent de moins en moins à l'Expo parce qu'il y a de plus en plus de citadins. L'Expo est vendue sur 10 jours. C'est très éprouvant pour un exposant. Donc, ils ont dit, on va faire un petit salon à l'Hôtel des Seigneurs. Et ça a été un succès. Là. Ça dure depuis 34 ans. Ils ont développé, cette année, on a tenu la 21e Expo Champs à Saint-Liboire, sur le bord de l'autoroute encore une fois, mais en champ avec des parcelles. Les semenciers installent des semences, puis les gens peuvent marcher à travers ces semences-là. Le maïs, le soya, les céréales. Et toute la technologie agricole d'aujourd'hui qui est incroyable, tout est là. Donc, c'est 3 jours à l'hiver, 3 jours à l'été. Et les entrepreneurs agricoles se rencontrent, fraternisent, s'amusent et prennent des décisions. Ou raffinent leurs idées, leur technologie. Quand ça a commencé dans les années 1830, ce n'était que autour du marché ou des années au marché à foin, ce n'était que des exposants qui venaient, des gens qui venaient présenter leurs animaux, qui permettaient d'avoir, où les agriculteurs se retrouvaient pour faire des échanges, de faire des achats. C'est un peu comme un gros encan là, qui était là, parce exactement. Que les instruments aratoires, c'était un peu développé, puis tout ça. Et là, il arrive, si on monte dans l'histoire, 1930, où on débarque au nord suite aux initiatives de Tédé Bouchard qui fera bâtir l'aréna, qui deviendra votre lieu, votre sanctuaire, dans le fond, tout ça. Fait que là, on se retrouve 80 ans après, ou même 90 ans après l'arrivée à l'aréna. C'est quoi l'avenir? Puis est-ce que l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe risque de devenir l'exposition du Québec? Oui, bien moi, je pense que ça va être un leader, oui. On travaille avec l'Association des expositions parce qu'il y a différentes régions. Je pense que c'est sûr que de demander à beaucoup de monde de faire 2 heures, 3 heures de route, c'est peut-être pas à succès tant que ça, mais je pense que l'exposition dans la technopole agroalimentaire a un avenir. Puis la vocation qu'on y donne, c'est vraiment de faire le lien, de permettre aux citadins de constater c'est quoi l'entrepreneuriat agricole aujourd'hui, puis de venir s'amuser dans un festival de festivals. Donc, on offre plusieurs activités. Et là, oui, le monde agricole sont de la Beauce, le monde agricole de Bellechasse, du Bas-Saint-Laurent, ils viennent, puis ils viennent nous rencontrer, puis ça, c'est le fun de leur donner la main quand ils sont là, puis... Mais ils vont venir une fois aux 10 ans. Là. Fait que
moi, je pense qu'il faut vraiment y aller sur la rive sud de Montréal, plus large un petit peu, la grande Montérégie. Et puis, oui, on va tirer notre épingle du jeu, puis oui, on va être un leader. Mais il restera des expositions qui vont garder un petit caractère plus champêtre, où des bénévoles vont prendre le relais. Calixa-la-Vallée, pas loin d'ici. Calixa-la-Vallée, Brome, Irecliff, c'est des petites expositions locales qui ont raison d'être. Exactement. Droite-cité, etc. En Beauce, il y a 2-3 belles petites expositions. La Rive-Nord, Port-Neuf, fantastique. La Chute, la plus vieille exposition. Ouais, c'est la plus vieille. Ouais. La plus vieille exposition au Québec. Si on regarde de ton côté, toi, tu t'es dit, quand tu es arrivé, tu voyais qu'il y avait une stagnation au niveau de la population ou des entrées. On parle d'à peu près 200 000 entrées par année. Mais ça, c'est depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est une dizaine d'années, exactement. Ça fait une dizaine d'années que c'est à 200 000. Donc, la possibilité d'augmenter, c'est quasi impossible, là, surtout dans la surface que vous avez, qui est limitée, qui est bâtie tout le tour, et dans le créneau que vous avez. Mais je pense que moi, avec l'arrivée d'Expo Champs puis le Salon de l'agriculture, est-ce que tout ça ensemble, on s'en va vers les 250 000, sont des additionnels. Est-ce que vous pensez qu'une fusion éventuelle serait possible? Oui, bien, c'est ce qui se passe, là, dans le fond, parce qu'on a discuté depuis que je suis arrivé avec les Giard, les Lagacé, M. Fontaine, M. Lucier, qui sont au conseil d'administration, des leaders au conseil d'administration. On a discuté de fusion avec l'organisation du Salon de l'agriculture. Et ça a conduit en 2018-19 à ce que la Société d'agriculture, on a acheté l'actif, les actifs et l'achalandage du Salon d'agriculture et d'Expo Champs. Donc c'est une acquisition, là. C'est une acquisition. Et eux vont concentrer leur activité autour de la fondation. Donc, ils ont rebaptisé la fondation sous le nom de Agria. Et ce qu'ils veulent, eux autres, comme objectif, le conseil d'administration de l'ancien Salon d'agriculture, c'est de soutenir, d'encourager la formation et l'entrepreneuriat agricole. Donc, il y a une formation qui est faite par l'Université Laval pour les entrepreneurs agricoles, donc un petit peu comme ça existe dans le monde des affaires. Donc, des gens avec 5 ans d'expérience sont invités à s'inscrire et se rencontrer rencontrer des leaders du monde des affaires du Québec, du Canada, de rencontrer des professeurs émérites d'agriculture, etc. Donc, de mettre ces gens-là ensemble, puis de les faire grandir, puis d'en faire des très grands entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est pas croyable. Vous savez, il y a des fermes aux États-Unis qui produiraient tous les œufs du Québec. Une ferme. Une ferme. Donc, je pense que c'est peut-être pas... Moi, je crois pas vraiment au succès de ça à très long terme, mais quand même, il faut faire attention, il faut être compétitif. Fait que, on peut être compétitif. Moi, je suis convaincu en étant plus petit, mais il faut pas faire d'erreur. Il faut être efficace. Il faut avoir aussi une dimension respectable pour pouvoir avoir accès à la technologie. L'Expo agricole, moi, je pense qu'il faut qu'elle garde son mandat d'être une activité récréative et dans le cœur des festivals qu'on organise, donc de trouver, et ça c'est un grand défi, de trouver toujours l'élément qui est une vedette, qui est intéressant pour le visiteur, qui va être fier de venir s'amuser. Et en parallèle, de présenter des exhibits, de présenter des concours, de présenter l'agriculture. Donc, moi, je pense que c'est ce que je vois là, comme... Étant dans la technopole agricole, pour les Mascoutins, c'est un fleuron. Puis l'élément aussi que j'ai besoin d'aide, puis que ça, je l'avoue, c'est tout l'agroalimentaire, le développement de la commercialisation. Saint-Hyacinthe, on a connu les papilles. On dit souvent les papilles. Bon, c'est défunt. Mais cette façon-là, cette vitamine-là qu'on devrait donner aux petits entrepreneurs. Tu sais, moi, j'ai un collègue du secondaire qui est un success story avec sa petite fromagerie, qui est devenue une grande fromagerie aujourd'hui. Mais il a commencé avec une table, puis à faire goûter des fromages, puis à les cuisiner avec les Libanais de Montréal. Tu sais. Mais il faut donner des vitamines à ces gens-là. Il y a des entreprises à succès. L'Expo, je pense, doit faire ça.
Mais c'est tout un défi à faire. C'est la nouvelle... Les épicuriens, ça, c'est peut-être pas vraiment ma spécialité. Là. Mais c'est un défi. Puis c'est peut-être un élément de développement d'Expo agricole que j'aimerais peut-être pas diriger. Je veux dire, moi, j'aimerais piloter ou lancer les jalons de ça et avoir des experts qui pourraient me seconder là-dedans puis mettre ça en place, mettre un super beau petit salon. Puis si on parle de votre terrain comme tel, là, il est limité, là, il n'y a plus d'espace. La dernière construction, je crois que c'est le centre BMO vers 2006 ou quelque chose. Je m'excuse de tout faire. Le coop. Le pavillon La Coop. Donc, la coop par après. Le pavillon La Coop. Puis ensuite, il y a eu Isatis Sport avec la ville de Saint-Hyacinthe qui était un grand projet. Donc, ça nous a permis d'acquérir le pavillon aujourd'hui Soléno, l'ancien pavillon de la jeunesse où tout le monde a joué au hockey aussi. Donc, on se retrouve avec 4 pavillons, plus l'écurie de Marcel Sylvestre, le pavillon Marcel Sylvestre. Donc, on a quand même des beaux bâtiments. On a un terrain asphalté, mais qui, quand on tient l'exposition, avec toutes les contraintes de la sécurité, la protection des incendies, des risques d'accident, je vous dis que c'est petit. Puis est-ce qu'à votre CA, vous pensez des fois à changer, à déplacer l'exposition? Ça a déjà été abordé? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mettons, dans 50 ans ou quelque chose. Peut-être que les prochains CA penseront à... Parce qu'à l'origine, vous étiez près des champs, etc. Ouais. Peut-être qu'il faudrait aller de l'autre bord des salines ou... C'est pas dans le court terme. C'est pas dans le moyen terme. C'est pas dans le court terme. Vous direz... Vous savez, ça dépendra toujours du développement de la ville. Quand on parle avec notre ami M. Corbeil, on dit « ouais, mais dans 20 ans, puis dans 30 ans », puis là, je pense, quand on parlait de vision, bien, il ne faut pas se fermer les yeux. T'sais, si la ville a besoin de l'espace, puis monétairement, ça nous ouvre une porte, puis on pourrait s'installer dans un site qui serait près de l'autoroute 20. Qui serait près de l'autoroute 20. Mais je pense que le zonage agricole est qu'on doit respecter. Hein? Ah, vous êtes les plus placés, pas les mieux placés. Fait que en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux, mais d'un autre côté, ça peut être assez difficile à organiser. Et si on parle de l'acquisition d'ExpoChamp, c'est pas encore fait, mais il y a des pourparlers, c'est en démarche. Non, c'est complété. C'est complété? C'est complété, exactement. On a tenu sous la responsabilité de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe la 21e ExpoChamp la semaine dernière à Saint-Liboire. Donc, 27, 28, 29. Et puis, on se prépare déjà, on a déjà fait le planning hier pour Salon de l'agriculture sur le terrain de l'exposition. Donc, les 4 pavillons sont envahis de technologie et d'experts en agriculture, de l'agriculture moderne. C'est la 2e semaine de janvier et c'est déjà au calendrier de tous les entrepreneurs. Ça rentre ça s'en vient sur le terrain de l'exposition, là. Le salon, c'est sur le terrain de l'exposition et l'administration se fait maintenant au siège social de l'exposition. Puis mon défi à très court terme, c'est de restructurer le personnel, la structure organisationnelle. Et avec ces 3 expositions-là, on peut parler, là, notre 200 000 devient combien, là? Ça devient 230 000 acquis. L'objectif, c'est 250. Ton objectif, de quand tu es arrivé, c'était 200, puis il faut monter, bien, tu as déjà Exactement. Et on atteint à ce moment-là, M. Bourgeois, on atteint notre 2e objectif de la mission, qui est d'aider le développement de l'agriculture, la technologie, que les agriculteurs se rencontrent. Donc, oui, rencontrer les citadins à l'Expo de Saint-Hyacinthe, mais se rencontrer ensemble et se motiver en échangeant. Puis le Salon d'agriculture, c'est fantastique. On a envahi aussi le Sheraton et le Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Il y a des partenaires là, qui organisent des sessions de formation, des cliniques, des présentations en salle, dans nos salles, et tous les parquets sont envahis par la machinerie. Donc, le 2e mandat, là, c'est la visibilité. Puis, c'est pas juste la visibilité auprès des gens d'agriculture, mais auprès du monde en général, dans le fond. Oui, puis ça, c'est vraiment, là, puis je pense que ça, dans ma tête, c'est une belle conclusion parce que les 4 pionniers de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, donc les Nicole, les Sylvestre, hein, puis même je travaille avec Hugo Bouvier, là, qui est le petit-fils de Marcel Sylvestre, de la famille Sylvestre. Les Lagacé,
Et les JR, c'est des entrepreneurs de très grande qualité qui ont favorisé le développement de l'agriculture de la région de Saint-Hyacinthe. Puis c'est encore ces familles-là, quand on les rencontre, qui sont là et ils disent hey, « c'est donc le fun ». Vous savez, j'ai visité Expo Champs cette année avec Richard Lagacé, qui est président, Simon Giard, vice-président. Il était fier. On n'a pas le temps, mais il faut faire le tour. C'est devenu partie prenante de l'organisation.